Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je continue ma série de vidéos consacrée à l'idée de vaincre ou au moins d'affaiblir l'ennemi sans avoir à vraiment faire la guerre ou sans devoir livrer une bataille rangée. Alors d'abord quelques petits rappels et petites précisions et compléments. Mon travail se focalise sur les approches hyper indirectes que vous voyez ici, c'est-à-dire des attaques qui portent dans tous les domaines, ou en tout cas dans des domaines inhabituels. Traditionnellement, les militaires se concentrent sur les dimensions évoquées en haut de ce schéma, même si celles-ci sont parfois un petit peu sous-estimées. Moi, je propose de tout inclure dans la grande stratégie, y compris les domaines, les champs que vous voyez en bas de ce schéma. Également un tableau de synthèse assez intéressant parce qu'en fait il va différencier le temps de paix du temps de guerre. Et pour tous les domaines que j'ai cités précédemment, on voit une petite dichotomie, des propositions pour les périodes pacifiques et d'autres pour la période de conflit. D'accord? Moi je vais voir donc la troisième ligne de ce tableau dans cette vidéo, c'est-à-dire la guerre secrète, les méthodes de voyous. Là, vous avez donc les domaines secondaires que je conseillerais de ne pas négliger, de ne pas oublier, de ne pas sous-estimer, qui jouent un rôle dans la géopolitique mondiale, mais qui sont importants également en temps de guerre. D'accord? Alors n'hésitez pas à mettre pause pour scruter davantage mon tableau. Je commence donc, comme je vous l'ai indiqué, par les méthodes de voyous, c'est-à-dire toutes les attaques liées au renseignement, ou plutôt au service de renseignement, au service secret, au terrorisme, à la criminalité. C'est aussi tout ce qu'on pourrait appeler la guerre secrète, d'accord? L'espionnage puis la guerre secrète. Et je vais vous citer des exemples historiques, des cas réels. Je commence. Première méthode, en tout cas, l'assassinat du stratège adverse. Si vous ne voulez pas livrer bataille, c'est la méthode la plus simple. D'ailleurs, elle est évoquée par Sun Tzu dans son traité de l'art de la guerre depuis des millénaires. Là, je vais prendre le cas de l'assassinat du commandant Massoud que vous voyez ici sur la photographie. C'était un grand général afghan qui a beaucoup lutté contre les soviétiques dans les années 1980. Quelqu'un de rusé, d'intelligent, qui a pas beaucoup perdu de bataille. Je vous donne un exemple. En 1982, il repousse cette opération des communistes qui s'appelle l'opération Panjshir 5 dans la vallée du Panjshir. Alors vous voyez que c'est Panjshir 5 parce que les 4 offensives précédentes de Moscou n'ont strictement rien donné. Le schéma montre aussi une attaque puissante avec des avions, des assauts héliportés, aéroportés, des attaques de troupes blindées, mécanisées, et pourtant Massoud s'en tire bien en appliquant les tactiques traditionnelles de la guérilla. Un repli puis des contre-attaques dans plusieurs directions. Donc ce Massoud, il a été malheureusement pour les Européens assassiné en septembre 2001 par Al-Qaïda. Alors là, je vous ai mis un petit extrait de RTBF qui explique un petit peu l'attentat. On nous dit qu'il n'a qu'un quart d'heure à consacrer à deux journalistes qui se disent marocains. Massoud n'aime pas les interviews et les questions qu'on lui pose, mais il a accepté celle-ci parce que bien que musulman, il a besoin de soigner son image dans le monde arabe, il espère des soutiens politiques, il veut améliorer sa réputation. Un des caméramans donc va allumer la caméra et peu de temps après il y a une explosion. En fait il s'agit d'un attentat kamikaze et Massoud est tué à ce moment-là. Et du coup en Afghanistan le camp de l'Alliance du Nord perd son meilleur général. L'Afghanistan perd d'ailleurs peut-être son plus grand stratège de la fin du XXe siècle. D'accord. Donc une première méthode hyper indirecte, tuer le général du camp d'en face. Deuxième méthode de cette guerre secrète, la prise d'otages. Donc c'est ce que montre cette caricature de 2014. Vous voyez qu'on parle d'une sorte d'industrie des otages ou d'industrie du rançonnage, tellement ces prises étaient régulières et systématiques. On parle de stock d'étrangers, de délocalisation, de gros, de demi et de détail.
Alors, pour vous décrire l'impact de ces prises d'otages du côté de l'Afrique de l'Ouest et du Mali, je vais m'appuyer sur ce livre de Jean-Christophe Notin, qui est une très bonne synthèse sur la guerre au Mali, qui va beaucoup déblayer le contexte de ce conflit, le passé, hein, ce qui est arrivé dans la région, notamment du côté des Touaregs depuis les années 1960, un très bon livre. Et voici un extrait pertinent. Donc Jean-Christophe Notin commence par nous dire que la prise d'otage n'est pas sans risque pour les terroristes. Elle est contraignante, parce qu'il faut capturer l'otage, le surveiller, le déplacer d'une planque à une autre planque pour pas qu'on le retrouve, etc. Le dividende espéré est essentiellement politique, hein. L'objectif numéro un, ce n'est pas la rançon. La prise d'otage est avant tout psychologique, elle est là pour terroriser. Et donc, à cette époque, dans les années 2009-2010, la prise d'otage aussi systématique a eu un impact stratégique. Il indique ici: en 2009, pour la première fois, un Français est capturé au Nord Mali, le premier d'une longue liste, et désormais, toute la relation franco-malienne sera vue à Paris à travers cet unique prisme. Donc on voit que la politique du président Sarkozy est largement impactée. Par ce seul mode opératoire, les djihadistes ont donc bien réussi à orienter la politique française au Mali. Donc on voit que la prise d'otages, bon, il n'y a pas eu beaucoup de morts, pas beaucoup de destruction, certes, mais cette méthode a réussi à impacter la politique étrangère française. Or, le but d'une guerre, c'est quand même d'infléchir la volonté adverse. Troisième méthode, le terrorisme et les attentats terroristes. Et là, je vais remonter à la guerre d'Algérie. Alors, s'il y a des Algériens parmi vous, ne soyez pas vexés par ce que je vais dire. Lorsque je parle de terrorisme, je parle d'une méthode, hein, c'est-à-dire que je vais parler de la forme, pas du fond, d'une méthode qui consiste à faire des actions très violentes contre les civils pour obtenir plus de dégâts psychologiques que de dégâts réels, si vous voulez. Hein. Je repars de la définition de Gérard Chalian. Donc la cause des Algériens dans les années 1950 est juste, hein, ils veulent l'indépendance de leur pays, ils veulent sortir de ce régime ignoble de la décolonisation, et voyez qu'ils commettent massivement des attentats à la bombe. Alors ça va être des attentats dans des valises, des voitures piégées, parfois des assassinats aussi. On parle de 30 attentats perpétrés en Algérie, donc en novembre 1954 sur la page du journal à droite. À gauche, on parle d'un attentat au Milk Bar qui fait quand même 60 blessés. Donc c'est des attentats qui font des morts, des blessés, hein, qui laissent des traces. Et les Algériens vont utiliser le terrorisme de manière méthodique et systématique. Vu que l'armée française est en force, que ça va être impossible pour eux de la défaire, de remporter une victoire militaire comme la bataille de Dien Bien Phu en Indochine, ils vont beaucoup miser sur les embuscades et puis sur les attentats à la bombe. Alors, cette carte vient confirmer un petit peu ce que je dis. Vous avez ici les principales attaques du 1er novembre 1954, c'est-à-dire l'événement qu'on a appelé plus tard la Toussaint Rouge, qui marque le début de la guerre d'Algérie. Et ces attaques ou ces assassinats et ces attentats à la bombe, vous voyez qu'il y en a eu toute une série, notamment aux alentours des grandes villes comme Alger et Constantine. D'accord ? Donc, les Algériens du FLN, pour obtenir leur indépendance, vont choisir cette méthode-là pour casser la volonté des Français, terroriser les colons et en gros faire dégager les Français d'Algérie. D'accord ? Voilà, la prochaine fois dans ma vidéo, je traiterai de l'économie, hein, l'idée de vaincre et d'affaiblir par l'économie, par la guerre économique. Merci pour votre écoute et à bientôt.